Vous allez entendre mes collègues Michel Weckmans et Serge Romana vous dire que l'augmentation de l'âge maternel est un facteur de non-division des chromosomes à la méiose, d'erreur de division méiotique et par conséquent d'anomalie de nombre des chromosomes. Et le grand classique, c'est tous les couples savent que le risque de trisomie 21 augmente avec l'âge de la mère. C'est un des derniers bastions du sexisme, mais on oublie toujours de dire, oui, mais le taux de mutation dominante augmente en même temps avec l'âge du père. Et pourtant, vous avez des tas de vieux beaux qui continuent à être fiers d'avoir des enfants à 56, 57 ans, et quand il y a un enfant qui a une neurofibromatose, une achondroplasie, ils accusent leur femme. C'est chouette. Bon, taux de mutation élevé avec l'âge paternel. Est-ce que ce truc-là est... Est-ce que c'est un détail? Pas tout à fait. Regardez la probabilité observée, attendue de neurofibromatose en fonction de l'âge du père sur 240 cas, 22 ans, 32 ans, 42 ans, 52 ans. Toc, ça monte. L'achondroplasie dont je vous ai parlé, 22, 32, le taux de mutation augmente clairement avec l'âge paternel. C'est un élément... Il ne faut pas non plus accuser les gens comme ça. Le problème n'est pas là. Le problème est juste de savoir que si on vous demande en conseil génétique quel est le risque, un couple qui vient vous consulter et qui vous dit on est un petit peu embêté parce que mon épouse a 40 ans et moi j'en ai 48 et on veut notre premier enfant, etc. Vous allez dire oui, vous avez un risque augmenté par rapport à la moyenne d'anomalie de nombre des chromosomes, vous avez aussi un risque augmenté par rapport à la moyenne de mutation dominante. On ne va pas forcément vous décourager de faire un enfant, mais ça veut dire attention, surveillance, échographie, etc. On ne peut pas tout voir par l'échographie ni par les tests biologiques chez la mère, mais en tout cas, on peut être averti que l'augmentation de l'âge des couples, on va dire, est clairement une augmentation de risque génétique, les uns à cause des anomalies de méiose, plutôt sur la méiose féminine, les autres à cause des mutations ponctuelles dans les gènes pour les maladies dominantes. Terminons par une notion vachement importante, on l'avait effleuré je crois le premier jour. Ça va, les mutations dominantes, mutations de novo, tout ça c'est clair, vous n'avez pas de questions là-dessus? Alors c'est vrai qu'en clinique, quand vous êtes avec vos dossiers de clinique à l'hôpital externe et que vous avez un enfant qui a une maladie, on ne sait pas très bien ce que c'est, et que vous faites l'arbre généalogique et que vous demandez l'année de naissance des parents et que vous avez un père de 50 ans, de la même manière que le fait qu'un couple soit apparenté suggérait, sans le prouver, une maladie autosomique récessive, un couple dont le père est un petit peu âgé au-delà des moyennes, suggère une mutation dominante. Ne le prouve absolument pas, mais le suggère. Quel est l'âge moyen des pères en France à l'heure actuelle pour une naissance? Prenez 850 000 naissances, c'est quoi l'âge moyen des pères? Tu diras combien? J'ai pas entendu. C'est bien, c'est 32 je crois, 31, 32. Et l'âge, ça a énormément augmenté avec les générations, hein. C'était 28. L'âge des mères qui était à 24, 25 est maintenant plutôt 29, 30. Hein. Donc on a les enfants de plus en plus tard. Bien, mosaïque, dernière notion du jour. Il y en avait pas mal aujourd'hui, c'est des notions importantes. Mosaïque, c'est que jusqu'à présent, tout ce dont je vous ai parlé, mutation nouvelle, mutation héritée, dominante, gain de fonction, perte de fonction, tout ce barda, c'est des mutations qui sont homogènes, je n'ai pas tellement de raison de le préciser, qui sont présentes partout dans l'organisme. Elles ont été héritées, alors évidemment elles sont homogènes, puisque c'est un gamète qui a été en quelque sorte cloné et qui a dérivé un individu. C'est évident alors que la mutation est homogène. Mais de temps en temps, ce n'est pas le cas. Et la mutation nouvelle dont je vous parlais il y a un instant ici, qui est survenue dans un gamète, dans un spermatozoïde par exemple, pour cet enfant. Petite parenthèse, pourquoi est-ce que... Oui, j'ai quand même oublié de vous dire un truc important. Pourquoi est-ce qu'il y a un taux de mutation plus élevé dans les gamètes masculins que dans les gamètes féminins? Excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous dire ça. Parce que c'est pas les deux méioses, c'est pas ça l'explication. Comment? Oui, c'est vrai, et elles sont donc engagées dans une division terminale. C'est-à-dire que les ovocytes que
c'est même pas la jeune femme, c'est que l'embryon féminin a disposé, bloqué dans la méiose, sont toutes au même stade. Elles n'ont plus qu'une division à accomplir pour entrer dans un cycle fertilisant de fécondation. Alors que les spermatozoïdes se renouvellent tout le temps. Et donc, j'avais une diapo là-dessus, peut-être que vous l'aurez dans le diaporama. Donc, on estime qu'un spermatozoïde qui est produit par un homme à, je crois, 45 ans, il a vécu 600 divisions cellulaires. D'accord? Puisqu'il est le fruit d'un renouvellement permanent de même cellules souches qui se sont divisées. Et c'est une division qui est à peu près tous les 23 jours. Donc vous calculez assez facilement que il y en a 23 par an, je crois. 23 par an, vous multipliez ça par le nombre d'années depuis les 15 ans, la puberté à peu près, et vous avez le nombre de divisions qu'un spermatozoïde a vécu. Et évidemment, si vous multipliez le nombre de divisions cellulaires, vous multipliez le nombre de réplications d'ADN et vous multipliez le nombre d'erreurs. Donc c'est logique qu'on accroisse le taux d'erreur avec l'âge avançant dans la gamétogénèse masculine. J'avais oublié ce petit détail. Bien, alors revenons à nos mosaïques. Donc cette mutation ne se produit pas toujours dans un gamète au stade prézygotique, c'est-à-dire avant la fécondation, mais peut se produire, ça ce serait la mutation constitutive qui va se faire par mutation de novo dans un gamète et qui va en quelque sorte se répandre dans l'ensemble d'un individu puisqu'elle est présente en préconceptionnel, ici dans le spermatozoïde, mais on peut imaginer qu'une mutation se déroule dans une des divisions précoces, mais pas la première conception, dans une des divisions précoces de l'embryon, et on va avoir alors une population de cellules mutantes et pas un individu complet. Cette situation qu'on voit bien ici sur le petit schéma en rose et jaune représente une mosaïque. Vous avez des cellules avec un allèle mutant et des cellules sans allèle mutant. Et la raison pour laquelle je vous montre ce petit diagramme, c'est que les premiers à avoir constaté cela parce qu'ils l'avaient sous les yeux, c'est les dermatologues. Les dermatologues ont sous les yeux une expérience clonale qui est la répartition des cellules et leur phénotype. Pigmentation, maladie dermatologique, ils n'ont qu'à regarder l'individu pour avoir une espèce d'immense boîte de pétri où vous avez une expérience qui est la division cellulaire. Et vous regardez et donc ils ont vu et décrit depuis des années des personnes qui ont une zone hyperpigmentée, des zones hyperpigmentées comme ça, des zones parfois hémicorporelles, moitié-moitié, bref, toutes sortes de situations dans lesquelles vous allez avoir un phénotype cellulaire dans un segment de l'organisme, en l'occurrence dans une certaine surface de la peau. Mais il n'y a pas que la dermatologie, tout ça est vrai pour tous les organes, et vous avez des mutations somatiques, on appelle ça des mosaïques somatiques pour toutes sortes de maladies. La mosaïque somatique, c'est l'idée que cette personne ici, et ce qui est très important en termes de consultation génétique, c'est qu'a priori, elle n'a pas de risque de transmettre sa maladie. La mosaïque, la mutation dominante touche les cellules de la peau qui ne sont pas les cellules de reproduction. Donc il n'y a pas de logique à penser qu'elle ait un risque pour ses enfants. Et vous allez avoir cet arbre généalogique avec une personne atteinte, disons, d'une maladie dermatologique. Elle a un allèle mutant que vous allez trouver ici, mais vous n'allez pas le trouver dans la peau normale. Vous n'allez pas le trouver dans le sang de cet individu blood ici. Vous allez le trouver juste dans la peau anormale. Donc ça nous arrive en génétique d'aller faire des prélèvements, non pas de sang qui reflètent l'ADN au sens qu'on appelle constitutif, l'ADN sanguin reflète, mais c'est un raccourci, c'est pas du tout vrai physiologiquement, reflète pourquoi? Parce que c'est le plus facile à prélever tout simplement. Bon, pourquoi est-ce qu'on fait des tests génétiques sur les prises de sang? C'est parce que c'est simple, mais c'est pas parce que le sang est un tissu sacré du point de vue génétique, c'est parce que juste c'est simple à faire. Il y a beaucoup de cellules, beaucoup d'ADN, c'est très pratique. Mais parfois, ce n'est pas là qu'il faut chercher la mutation, c'est dans la peau. Donc ça nous arrive de faire des biopsies de peau à un endroit normal et de le contraster avec la séquence de l'ADN à un endroit anormal. Comme chez cette personne, on a trouvé la mutation ici, mais pas là. Alors, voilà un autre schéma. Ça, c'est une petite fille qui... Qu'est-ce qui vous frappe? À part qu'elle est mignonne. Qu'est-ce qui te frappe dans les pieds?
Elle a deux gros orteils qui sont très gros par rapport aux autres, mais t'as pas un truc plus général, non? Elle est maigre à gauche. Elle a tout le côté droit, et regardez sa joue. Vous voyez sa joue? Et bien tout son côté droit est hypertrophique. Elle a une hémi-hypertrophie corporelle. C'est une mutation, je ne sais pas de quel gène, je crois qu'on sait. C'est une mutation qui donne un excès de prolifération cellulaire, et cette mutation est en mosaïque somatique dans le corps, dans les cellules somatiques, touchant uniquement un hémicorps de cette petite fille. Et ça va assez loin, puisque regardez, quand elle vous tire la langue, si vous n'êtes pas gentil, elle a une hémilangue droite qui est beaucoup plus grosse que l'hémilangue gauche. D'accord? Donc il y a eu vraiment, au moment de la avant la gastrulation, il y a eu la moitié des cellules de la morula qui ont la mutation et l'autre moitié qui ne l'ont pas. C'est une mosaïque somatique. Voilà ce que ça peut donner du point de vue ADN, où vous allez avoir une séquence normale avec un hétérozygote ici à un point donné, méthode de séquence classique, G, T, A, C, T, N. Pourquoi N? Parce qu'il y a superposition entre un A et un C, un rouge, c'est-à-dire un T, pardonnez-moi, entre un T et un C, rouge et bleu, à l'identique. Les deux pics ici, c'est la méthode de Sanger de séquence de l'ADN, la méthode classique, le gold standard de la séquence, mais ce n'est pas la séquence de nouvelle génération. Et vous avez ici en Sanger la superposition des deux allèles à peu près à égalité à 50-50. Mais vous avez ici un individu qui est en situation de mosaïque. Vous avez un allèle qui est clairement plus fréquent que l'autre. Et ici, vous avez à peine un tout petit pic de rouge avec une mosaïque 90% standard, l'allèle C, et un tout petit pic de mutation. Donc ces méthodes de dépistage, c'est pour vous dire que dépister une mosaïque, ce n'est pas facile. Parce que parfois le taux de mosaïcisme est très faible et les méthodes de séquence de l'ADN sont à la limite de leur capacité de détecter l'allèle mutant dans une population de cellules. Et c'est une des raisons pour lesquelles les séquences de nouvelle génération, pour cette indication, sont assez bonnes. Elles sont un petit peu plus pratiques. Et vous verrez en génétique chromosomique que c'est la même chose pour des anomalies de chromosomes, avec ici des mosaïques pour une trisomie 21. Vous avez l'enfant qui est 2 chromosomes 21, vous avez ici un truc qui est à la moyenne. L'enfant qui a 3 chromosomes 21, vous avez constitutivement une trisomie. Puis entre les deux, vous avez l'enfant qui a une mosaïque. Il y a des cellules trisomiques et des cellules non trisomiques en population. La dernière notion du jour, c'est que la mosaïque peut toucher, pardonnez-moi, j'ai un peu de retard, peut toucher aussi les cellules germinales, c'est-à-dire qu'une fraction des gamètes sera porteur de la mutation. Et ça, c'est un piège terrible, parce que vous allez pouvoir avoir 2 parents que l'on teste sur le sang et qui n'ont pas la mutation de ce gène, et vous avez ici 2 enfants atteints avec la même mutation. Ce n'est pas la même mutation qui est survenue 2 fois, c'est la même mutation qui est héritée de l'un des 2 parents, mais le parent ne l'a pas au niveau constitutif, ne l'a pas dans son ADN, il ne l'a pas dans son corps, il l'a dans les cellules de reproduction. Donc c'est un très grave et pas si exceptionnel piège de la génétique. Si vous avez cet arbre généalogique avec un premier enfant atteint, je ne sais pas pourquoi cet enfant est noté atteint, il ne devrait pas l'être là. Il y a une erreur là dans le truc. Hein. Je suis désolé, il faut corriger ça. Il n'est pas atteint, mais ces 2 enfants sont atteints. Mais si vous êtes au premier enfant, qu'est-ce que vous dites à Scoop? Vous dites, ah ben, on a trouvé la mutation de votre enfant, bonne nouvelle. On ne l'a pas trouvé chez vous, super bonne nouvelle. Vous n'avez pas de risque pour un deuxième. À la précaution près des mosaïques germinales. D'accord? Donc c'est une situation très classique de génétique où on est tenté de dire aux parents, et on a raison le plus souvent, vous n'avez pas de risque, et c'est vrai le plus souvent, mais il faut leur dire sous réserve d'une hypothèse d'école théorique, c'est que l'un de vous deux ait la mutation dans ses gamètes, et peut-être que ça justifie quand même de faire un test génétique, pas trop inquiet, décontracté, mais quand même de faire un test pour être sûr que vous n'avez pas retransmis cette mutation par mosaïque germinale. D'accord? On va s'arrêter là. Allez, je ne sais pas quand, à jeudi.